Dans l'Essonne, une série de meurtres mystérieux n'en finit pas d'intriguer les enquêteurs. La même méthode répétée à quelques kilomètres de distance. Et si finalement il n'y avait pas un tueur, mais plutôt plusieurs. Quatre meurtres commis en moins de 5 mois en banlieue parisienne. 4 personnes sans histoire, assassinées froidement dans leur propre immeuble et en plein jour. Tout ça s'est passé dans le même département de l'Essonne, à quelques kilomètres d'écart. Et c'est là que la psychose commence à s'installer. Les gens commencent à vraiment avoir peur. Très vite, le lien est établi entre les 4 affaires, car l'auteur des meurtres se déplace toujours au guidon d'une moto et surtout il commet ses crimes avec une seule et même arme, un calibre 7,65. L'affaire prend une toute autre ampleur. On a très clairement affaire à un tueur en série. L'homme a-t-il agi en loup solitaire ou bien a-t-il bénéficié de l'aide d'un complice? Les victimes, que rien ne semble lier, ont-elles été choisies délibérément ou bien l'assassin a-t-il frappé au hasard? Retour sur le meurtre de 4 personnes victimes du tueur en série de l'Essonne. Un parking souterrain situé dans le centre-ville de Juvisy-sur-Orge, en banlieue parisienne. C'est là que le corps sans vie de Nathalie est découvert le 27 novembre 2011 par un habitant de l'immeuble. La personne qui a tué Nathalie Davids a fait preuve d'un grand acharnement, effectivement, parce que 7 balles dans le corps, une dernière sous forme d'exécution en pleine tête. Qui a bien pu s'en prendre avec une telle cruauté à cette jeune femme de 35 ans? Arrivée très vite sur place, la police judiciaire de Versailles passe au crible la scène du crime à la recherche d'indices. Au moment du décès de Nathalie Davids, il n'y avait pas d'arme. On n'a pas retrouvé l'arme. On n'a que des douilles. On a une douille. La douille est étudiée et analysée. Les enquêteurs identifient alors le type d'arme qui a servi à commettre le meurtre. L'arme qui est utilisée, c'est un petit calibre, c'est un calibre 7,65, qui est assez répandu en France. C'est une arme qui est largement en circulation en France. Une arme de poing trop commune pour que les enquêteurs puissent identifier un éventuel suspect. Rapidement, plusieurs habitants de la rue vont apporter aux policiers de premiers éléments probants. Ils remarquent la présence d'un homme, d'un motard avec son casque sur la tête et de cette moto qui est en train de patienter apparemment autour de l'entrée de ce parking souterrain. Seuls les résidents de l'immeuble ont en principe le droit d'entrer dans le parking. L'accès est réglementé, mais personne n'a vu ce motard pénétrer à l'intérieur. L'assassin de Nathalie Davids peut être n'importe qui. Il peut être effectivement un proche, il peut être un voisin, il peut être quelqu'un qui s'est glissé tout simplement dans ce parking, il peut être quelqu'un qui la suit. Ça fait énormément d'hypothèses pour les enquêteurs. Et il va falloir toutes les épuiser une par une. Les enquêteurs explorent alors l'emploi du temps de Nathalie Davids, qui est employée dans un laboratoire de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ils interrogent ses proches afin de savoir qui aurait pu la croiser pour la dernière fois et pour déterminer les raisons pour lesquelles la jeune femme s'est retrouvée dans ce parking vers 17h, l'heure du crime. Nathalie Davids rentrait chez elle, elle venait de faire un anniversaire avec des amis. Comme elle préparait un diplôme universitaire de biologie, elle était rentrée tôt pour pouvoir réviser ses examens. En retraçant la journée de la victime, les policiers découvrent que la veille de sa mort, Nathalie Davids a passé la nuit avec son ancien amant, un dénommé Michel Courtois. Il avait une relation sentimentale avec la victime. Voilà. Alors, ce n'était pas un couple classique comme on peut en voir. C'était une relation un petit peu épisodique. Voilà. Ils se voyaient un petit peu par période.
Nathalie Davids aurait mis fin à sa relation avec cet homme de 45 ans depuis quelque temps. Mais la jeune femme aurait confié à ses proches que la rupture n'était pas du goût de Michel Courtois. Il essaye de continuer à entretenir une relation avec elle, malgré tout, malgré le fait que ce soit terminé. Elle ne le souhaite pas. Elle lui fait savoir. Semble-t-il, Michel Courtois insiste. Ces derniers temps, Michel Courtois aurait appelé Nathalie Davids plusieurs fois par jour. La jeune femme aurait même évoqué cet harcèlement dans son journal intime. C'est vrai qu'elle avait peur de lui, qu'elle l'avait dit à ses amis, elle avait même dit qu'elle avait un flingue et qu'il allait la poursuivre partout. Face à la détermination violente de son ex-amant, Nathalie Davids lui aurait même donné rendez-vous la veille de sa mort pour s'expliquer. La veille du meurtre, ils s'étaient revus, elle avait mis les choses au point et elle lui avait dit que c'était définitivement cassé. Pour la police judiciaire de Versailles, Michel Courtois a peut-être un lien avec le meurtre de Nathalie Davids. Le 1er décembre 2011, 4 jours après le crime, l'homme est interpellé à son domicile de Bois-Colombes, à près de 50 km de là. En garde à vue, l'ex-amant fait alors aux policiers des révélations déterminantes. Les policiers auditionnent leur premier suspect durant plusieurs heures. Lors de son 5e et dernier interrogatoire, Michel Courtois passe aux aveux. Il fait des aveux vraiment très rapides. Voilà, il n'explique pas vraiment de mobile, il se borne à indiquer qu'il avait une relation sentimentale avec elle. Voilà, on n'a pas vraiment d'explication durant cette audition. Michel Courtois affirme donc être l'auteur du meurtre de sa maîtresse. Une thèse qui paraît plausible aux yeux des enquêteurs, d'autant qu'ils ont en main un autre élément à charge. Après les perquisitions menées à son domicile, les analyses scientifiques ont mis en évidence ce qui ressemble à des traces de poudre. C'est une molécule qui s'appelle le barium. Et cette molécule va être retrouvée donc sur 2 vêtements, 2 blousons appartenant à Michel Courtois et un sac. Les experts apportent toutefois une précision à leur conclusion. Pour eux, ces éléments ne sont pas une preuve formelle de la culpabilité de Michel Courtois. Ça peut correspondre à un tir d'arme à feu, mais c'est pas forcément ça, puisque cette molécule de barium, on la retrouve aussi dans la peinture et dans la soudure. Et justement, Courtois a travaillé... Michel Courtois travaille dans le bâtiment. Il n'est donc pas évident que Michel Courtois soit le tireur. Pourtant, l'homme est passé aux aveux. Le 3 décembre, l'ex-amant est mis en examen et placé en détention provisoire. Alors que les enquêteurs pensent tenir le coupable du meurtre, devant le juge d'instruction, Michel Courtois se rétracte. Il indique que ses aveux ne reflétaient pas la réalité et que s'il a dit tout ça, c'était pour sortir de cette garde à vue et surtout parce qu'il avait du mal à subir les différentes questions insistantes des enquêteurs. Donc vraiment, il a subi une pression trop forte pour lui et il souhaitait en finir, tout simplement. Pour sa défense, Michel Courtois aurait même un alibi. Au moment du meurtre de Nathalie Davids, l'homme était dans un bar près de chez lui avec ses amis. Ce jour-là, Michel est arrivé le dimanche vers 1h moins le quart, 1h moins 5, 1h moins 10, je ne me rappelle plus exactement. On a bu un verre. Il y avait les 2 ou 3 autres amis sont allés au PMU faire le tiercé. Donc le tiercé, je crois que c'est 15h10. Donc Michel a dû rentrer chez lui vers 15h15, entre 15h15 et 15h30. Michel Courtois serait donc rentré chez lui pour faire une sieste. Or, Nathalie Davids a été tuée vers 17h à 40 km de Bois-Colombes. Problème, Michel Courtois ne se déplace qu'en transport en commun. La distance entre les 2 villes, Bois-Colombes et Juvisy, laisse à penser qu'il aurait pu avoir des difficultés pour être vraiment présent au moment des faits. Mais encore une fois, s'il est accompagné ou s'il a quelqu'un avec lui qui le véhicule, il pouvait très bien se retrouver à l'heure des faits sur les lieux. Autrement dit,
Michel Courtois aurait eu le temps de se rendre chez Nathalie Davids au guidon d'une moto. C'est l'une des hypothèses étudiées par les policiers, car c'est justement la présence d'un motard qui a été remarquée par plusieurs témoins le jour du drame. Le téléphone du suspect ne permet pas de confirmer cette piste. Les relevés téléphoniques de Michel Courtois indiquent que son téléphone portable était éteint au moment du meurtre. On a un trou entre 14h30 et 17h40 sur la vie de Michel Courtois à Bois-Colombes, là où il habite. Mais pour ses proches, Michel Courtois n'a pas le profil d'un meurtrier. Moi, ce qui m'étonne, c'est que je l'ai jamais vu sur une moto et je crois qu'il ne sait pas en faire. Il sait pas en faire. Je pense qu'aussi, s'il avait eu une moto, il se serait vanté, il l'aurait amené. Mais moi, je sais que Michel n'a jamais eu une moto. Selon son entourage, Michel Courtois serait du genre vaniteux et mythomane. L'homme aurait pour habitude de raconter des histoires. Il est quelqu'un présenté comme un peu simplet, comme un peu étrange, qui raconte des histoires tout le temps, qui monte un petit peu des bobards. La procureure de la République, Madame Lequéo, l'a même décrite comme quelqu'un, je cite, de mythomane et de simplet. Voilà, donc c'est quelqu'un à la personnalité peu fiable. Derrière les barreaux, Michel Courtois ne cesse de clamer son innocence. Mais autour de lui, trop d'éléments restent à vérifier. Et alors que la police judiciaire de Versailles mène ses investigations, un deuxième meurtre vient bouleverser l'enquête. Pendant près de 3 mois, la police de Versailles ne semble mettre la main sur aucun indice sérieux. Jusqu'au 22 février 2012, où un homme de 52 ans, un voisin de Nathalie Davids, est découvert mort dans ce même parking souterrain. Jean-Yves Bonnerue vide le coffre de sa voiture lorsqu'il est abattu de sang-froid. Jean-Yves Bonnerue a été retrouvé à côté de sa voiture et il n'a été abattu que d'une seule balle, extrêmement précise, en pleine tête. Le tueur n'a laissé aucune chance à sa victime, clairement. Une nouvelle fois, les policiers étudient le moindre recoin du parking souterrain. Et ils y saisissent un indice matériel qui rend probant le lien entre cette scène du crime et celle du premier meurtre. Le calibre utilisé pour le meurtre de Jean-Yves Bonnerue est le même que celui utilisé pour le meurtre de Nathalie Davids, donc un calibre 7,65. Les experts en balistique vont même plus loin. Ils affirment que la douille provient de la même arme que celle qui a tué Nathalie Davids. Les enquêteurs sont alors face à une énigme. Même parking, même immeuble, même ville, même calibre, ça commence à faire beaucoup d'éléments qui se rassemblent. D'autant plus que leur principal suspect du premier meurtre est actuellement en prison. Donc ça ne peut pas être lui. Si Michel Courtois n'a pas commis le meurtre de Jean-Yves Bonnerue, il faut donc chercher ailleurs. Pour les enquêteurs, le tireur en liberté a peut-être agi sous les ordres de Michel Courtois. Certains policiers s'interrogent sur le fait, est-ce que Michel Courtois a commandité les meurtres ? Est-ce qu'il aurait un lien avec ce tueur ? Il sera auditionné plus tard, il continuera à nier absolument les faits. Les enquêteurs explorent toutes les pistes. Ils auditionnent notamment l'entourage de la victime afin de déterminer quelle pouvait être sa relation avec sa voisine, Nathalie Davids. À part un lien de proximité et le fait que les deux victimes se connaissaient, étaient voisins, il n'y a pas d'autre lien. Après 1 mois de recherche, rien ne permet de mettre les enquêteurs sur la piste d'un mobile. C'est alors qu'un 3e homme est retrouvé sans vie à 6 km de Juvisy-sur-Orge. Le 17 mars 2012, Marcel Brunetto est abattu froidement à Rissorangis, dans le hall de son immeuble. Manifestement, l'action a été très rapide. C'était une heure de début d'après-midi où il y avait peu de gens.
Monsieur Brunetto a été tué par un tir d'arme à feu qui a été tiré derrière sa nuque. La victime avait 81 ans. C'était un homme sans histoire. C'était un retraité de banque qui avait une vie de travail paisible et qui prenait une retraite paisible et qui pouvait espérer encore vivre avec sa famille quelques années tranquillement et profiter de sa retraite. Aucun témoignage ne peut apporter d'indications précises sur ce qui s'est passé. Pourtant, la police judiciaire de Versailles en est certaine. Ce crime est lié aux deux précédents. Tout de suite, ils comprennent qu'on est dans un même espace géographique. Juvisy, Ris-Orangis, on est à très peu de distance, on est à quelques kilomètres de distance. On a très vite un même calibre qui est utilisé, donc un calibre 7,65, qui est un petit calibre, mais c'est encore le même calibre pour Marcel Brunetto. Et encore une fois, très rapidement, ils s'aperçoivent que c'est la même arme qui est utilisée pour Marcel Brunetto. L'affaire prend alors une toute autre ampleur, celle d'un tueur en série dans l'Essonne. Qui pouvait bien en vouloir à ces trois personnes? L'auteur des crimes a-t-il choisi ses proies ou bien a-t-il frappé au hasard? Le compte à rebours a commencé pour les enquêteurs. Ils doivent retrouver la trace du meurtrier avant qu'il ne fasse de nouvelles victimes. Moins de 3 semaines après le meurtre de Marcel Brunetto, une nouvelle personne est abattue dans le département. Le tueur en série présumé semble avoir de nouveau frappé, pour la 4e fois en 4 mois. Il est environ entre 16 et 17 heures. Une femme de 48 ans rentre à son domicile, elle a fini son travail. Son prénom est Nadia Lassène. Et elle rentre chez elle, elle ouvre la porte de son hall d'immeuble, elle tombe nez à nez avec un homme muni d'un casque qui sort un pistolet, une nouvelle fois de calibre 7,65, et là-bas de plusieurs coups de feu. Nadia Lassène vivait à seulement 2 km du lieu de la 3e scène du crime. Encore une proximité géographique qui n'échappe pas aux enquêteurs. D'autant qu'une fois de plus, l'arme utilisée est du même calibre, un 7,65. L'hypothèse du tueur en série ne fait plus aucun doute. 4 meurtres de 4 personnes qui visiblement n'ont rien à voir entre elles, qui sont abattues de sang-froid, pour 3 d'entre eux en pleine journée, par un tueur insaisissable qui semble choisir ses victimes au hasard. À ce moment-là, l'enquête bascule, car les policiers de Versailles reçoivent des témoignages déterminants. Ils voient très précisément, ils décrivent la présence d'un motard, d'un homme en tout cas avec un casque de moto noir sur la tête, qui attend à proximité des lieux du crime, avant l'arrivée de Nadia Lassène, et ensuite ils voient repartir ce même homme, quelques instants après le meurtre, et enfourcher le guidon de cette moto et partir dans une direction inconnue. Certains témoins vont même jusqu'à décrire les caractéristiques physiques de ce motard. Le suspect est un homme d'1,80 m, grand, donc mince, mais son visage, personne ne l'a vu. Pour la première fois, les enquêteurs disposent d'un élément capital. Les habitants du quartier ont détaillé avec précision la cylindrée. Il s'agit d'un 2 roues de couleur bleue et blanche. Plusieurs témoins sont assez formels sur le modèle de la moto, puisqu'il s'agit d'une Suzuki GSX-R 750 cm3, qui est vue sur les lieux du crime. Les enquêteurs axent immédiatement leurs recherches sur cette moto et son propriétaire. Ils renforcent notamment les contrôles sur les routes du département. Dès le lendemain du meurtre de Nadia Lassène, une vaste opération de police est déployée, qui s'oriente principalement autour de la Nationale 7, qui traverse le département de l'Essonne. Pourquoi la Nationale 7 ? Parce que les 4 crimes ont été commis dans des endroits qui sont extrêmement proches de cette route. Il suffit de quelques minutes en voiture ou en moto pour relier ces différents lieux. Une centaine d'enquêteurs travaillent alors sur l'affaire. Ils recensent toutes les motos du même type vendues dans la région.
Ils arrivent à déterminer aussi le modèle et l'année de mise en circulation. Donc on est sur une année 2002. Et en passant les fichiers au crible, ils arrivent à ressortir une liste de 800 à 1000 motos correspondant à ce modèle qui auraient été vendues en Île-de-France. La liste est épluchée avec minutie. L'une des motos appartient à un homme domicilié à Paris. Or, sur la carte grise, c'est une adresse dans l'Essonne qui est indiquée. Il va s'avérer que la personne qui est censée être la propriétaire de cette moto ne l'est pas et cette personne est victime d'une usurpation d'identité par la seconde personne qui, elle, est effectivement bien l'utilisatrice et la propriétaire de la moto. Les enquêteurs se concentrent sur l'utilisateur de la moto, l'homme résidant à l'adresse indiquée dans l'Essonne. Et lorsqu'ils effectuent des recherches sur son passé, ils mettent le doigt sur ce qui semble être un suspect potentiel. On a un homme d'une trentaine d'années, 33 ans précisément, amateur d'armes, connu déjà pour des violences commises avec des armes, condamné à plusieurs reprises. Donc voilà, les enquêteurs se disent on a peut-être un début de piste là. Le suspect se nomme Yoni Palmier. Il vit dans cet immeuble de Draveil. Les policiers décident de l'interroger et ils l'interpellent, à quelques kilomètres de là, au domicile de sa mère qui vit à Rissorangis. Le 14 avril, 9 jours après le 4e meurtre, Yoni Palmier est placé en garde à vue. Avec Yoni Palmier, les enquêteurs pensent tenir le parfait suspect. Ils se plongent dans sa vie pour en savoir plus sur ce qui aurait pu le pousser à commettre ces crimes. Ils décèlent chez lui un homme à la personnalité trouble. Il est perçu comme, je cite, un attardé. C'est-à-dire quelqu'un qui a des lubies, qui est pas très malin, qui s'amuse à parler au feu rouge, qui a du mal à rouler sur un vélo, qui circule sur sa petite voiturette sans permis. C'est une personne voilà, assez décalée, mais qui est également, semble-t-il, capable d'accès de violence assez important. Yoni Palmier serait un jeune homme facilement irritable, un comportement confirmé par le directeur de cette radio, une radio associative qui, dans les années 2000, a proposé à l'antenne une émission de rap. Yoni Palmier s'y est présenté plusieurs fois pendant 3 mois. Yoni avait intégré cette émission de rap sans vraiment demander l'autorisation à la direction, donc il était là pour amener des artistes locaux de la scène urbaine. Le problème, c'est que Yoni Palmier n'était ni salarié ni bénévole de la radio. Il s'invitait en studio chaque semaine. Au moment où le directeur a tenté de remettre de l'ordre dans l'émission et décidé de mettre un terme aux interventions de Yoni Palmier, ce dernier a réagi de façon inattendue. Quand vous commencez à plus être d'accord avec lui et plus lui laisser faire ce qu'il a envie de faire, là, il y a une violence qui se déchaîne, puisque aucune personne avec qui on s'est séparé avec d'autres personnes, je veux dire, ça n'a pas été le seul, il n'y a jamais eu des réactions aussi violentes. Il a été très loin dans l'agression verbale. Une intimidation et une violence que Yoni Palmier aurait également exercée sur ses voisins. Un soir, il a sonné parce qu'il pensait que ma voiture gênait sa manœuvre. En fait, il s'était trompé, c'était pas ma voiture. Mais il était très en colère, et bon, il a fallu qu'il fasse une marche arrière. Moi, je suis quand même allé chercher la clé de ma voiture pour l'aider à faire cette marche arrière, parce qu'il bloquait la circulation. Il faut dire qu'il était venu en sens interdit. Remarque que je lui ai faite, courtoisement, mais ça lui a pas plu. Yoni Palmier est alors passé des insultes aux menaces. Il m'a dit « je vais te tuer, moi, oui. » Puis bon, des choses que je n'ai pas l'habitude de prononcer. Il était en colère, oui. Bon, mais et puis après, moi je pensais qu'il s'était calmé, mais j'ai très bien entendu qu'avec sa clé, il a fait une belle rayure sur ma voiture qui était en stationnement là à côté. Le 17 avril 2010, ce voisin dépose plainte contre Yoni Palmier pour dégradation et menace de mort. Yoni Palmier est condamné
à 1 mois de prison avec sursis. Plus encore que sa personnalité, c'est le lien géographique entre le suspect et les victimes qui intrigue les policiers. Jusqu'en 2005, Yoni Palmier a vécu au 42 de cette rue, tout près du domicile de la 3e victime. Le lien qui pourrait exister, et encore c'est un lien de proximité comme avec toutes les autres victimes, c'est le fait que Yoni Palmier a habité dans la même barre d'immeubles où habitait effectivement Marcel Brunetto. Les policiers ont un autre indice. Yoni Palmier connaîtrait le parking souterrain dans lequel ont été commis les 2 premiers crimes. Les enquêteurs ont déjà bien travaillé sur lui. Ils ont identifié un certain nombre de box qu'il occupe et qu'il a occupé. Box de voiture qu'il a occupé et qu'il a occupé par le passé. Et notamment, ils savent que ce jeune homme a occupé un box, qu'il a loué un box dans l'immeuble où ont eu lieu les 2 premiers meurtres, donc à Juvisy, les meurtres de Nathalie Davids et de Jean-Yves Bonnery. Les policiers ont déjà tout un faisceau d'indices. Lors de l'une des perquisitions effectuées chez Yoni Palmier, ils vont mettre la main sur des preuves essentielles. Dans ce pavillon squatté régulièrement par le suspect, les enquêteurs vont saisir une douille jetée dans une poubelle. Une douille de balle qui correspond au calibre utilisé lors des 4 meurtres. Donc c'est une douille de calibre 7,65. Et après analyse, ils se rendent compte aussi que cette douille correspond à l'arme utilisée lors des 4 meurtres. Après plus de 40 heures de garde à vue et d'interrogatoire, Yoni Palmier révèle aux enquêteurs l'existence d'un autre box. Un garage qu'il loue à Viry-Châtillon, à moins d'1 kilomètre de l'immeuble habité par Nadjia Lassène, la 4e victime. À l'intérieur, les enquêteurs vont découvrir tout un arsenal. Les enquêteurs trouvent une moto de marque Suzuki, de couleur blanche et bleue, ainsi qu'un casque et un manteau qui correspondraient au signalement. Ils retrouvent également un holster vide de tout pistolet. Et enfin, découverte la plus intéressante, ils finissent par découvrir 3 armes. 3 armes parmi lesquelles 2 sont des armes de poing de calibre 7,65. Les armes sont envoyées au laboratoire d'expertise balistique pour être analysées. Les conclusions tombent. L'une des armes est bien celle qui a servi à la série de crimes. Le 16 avril, Yoni Palmier est mis en examen et incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes. Problème, Michel Courtois est déjà en prison, suspecté d'avoir commis le premier des 4 meurtres, celui de Nathalie Davids. La police judiciaire de Versailles se concentre alors sur le lien qui pourrait unir les 2 hommes. Aujourd'hui, les enquêteurs n'ont pas établi de lien entre ces 2 hommes. Ils ne se connaissent pas, en tout cas chacun de leur côté affirme qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils n'ont aucun lien, qu'ils ne se sont jamais rencontrés, qu'ils n'ont jamais eu de relation. Dans cette affaire, de nombreuses questions subsistent. Quelle est l'implication de Michel Courtois et de Yoni Palmier dans les meurtres en série de l'Essonne? Auraient-ils commis ces crimes ensemble? À moins d'imaginer que Palmier soit effectivement le véritable auteur, l'auteur du meurtre de Nathalie Davids, et qui continue donc sa série meurtrière ensuite, que Courtois n'est qu'un commanditaire, qu'il assiste même peut-être au meurtre de Nathalie Davids, mais sans y prendre part directement, sans être directement le meurtrier de Nathalie Davids. Les enquêteurs n'expliquent pas pour l'instant. La piste d'un 3e homme est également envisagée, un complice présent à Juvisy-sur-Orge au moment où Nathalie Davids a été abattue. Car sur la scène du crime, la douille saisie a révélé la présence d'une trace ADN encore inconnue. On a une douille avec une empreinte génétique. C'est tout ce qu'on a. Au moment où on a fait les analyses, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont trouvé à ce jour, je ne sais pas. Mais au moment où on a fait les analyses, a priori, il n'y avait personne qui correspondait sur le fichier. Y a-t-il un seul tueur en série ou bien les actes ont ils été commis par un groupe de criminels? 4 crimes en moins de 5 mois,
avec la même arme, en plein jour et dans le même département. Pour les enquêteurs, les meurtres de l'Essonne demeurent à ce jour encore une énigme. À Grenoble, en Isère, des viols et des agressions sexuelles répétées. Le même quartier, la même méthode, mais un récidiviste qui reste introuvable et dont le profil va sidérer les enquêteurs. C'est un violeur en série redoutable. À son tableau de chasse, 22 jeunes femmes, 22 victimes. Toutes habitées dans la même ville, dans le même quartier. Un tel carnage au niveau du nombre de victimes, c'est exceptionnel. Un prédateur qui a chaque fois opéré de la même manière. Entré par les portes et les fenêtres ouvertes, une arme à la main. Malgré des scénarios identiques, les policiers grenoblois ont mis près de 3 ans à l'identifier. Car le violeur ne laissait jamais d'empreinte, un profil surprenant. C'est un ingénieur brillant, au-dessus de tout soupçon. Les enquêteurs ne pouvaient imaginer qu'un homme comme celui-ci ait pu reconnaître une vingtaine de viols. Une nuit de janvier, il est très tard. Une jeune femme bouleversée se présente au commissariat central de Grenoble. Elle vient d'être victime d'une agression sexuelle. Elle a été attaquée chez elle, dans son appartement. Un appartement situé au premier étage d'un immeuble de la banlieue grenobloise. Avant de s'endormir, elle a laissé la fenêtre de sa cuisine entrouverte. Elle était couchée, elle dormait, hein, c'était 2-3 heures du matin, et elle s'est réveillée avec un homme qui était couché sur elle et qui la menaçait d'un couteau. Donc il a procédé sur elle à des attouchements, en lui disant de ne pas bouger, bien sûr. Il lui a fait peur, et ensuite il est parti. L'homme portait une cagoule. La jeune femme est donc incapable de le décrire aux policiers. Mais l'enquête commence malgré tout. À peine un mois plus tard, une autre jeune femme se rend au commissariat et raconte un scénario similaire, mais plus violent. C'est à moins de 500 mètres de la première agression sur le campus universitaire qu'elle a été violée. Là encore, elle a été agressée chez elle. L'étudiante n'avait pas fermé sa porte à clé. En pleine nuit, un inconnu lui a sauté dessus littéralement en la menaçant d'un couteau. Impuissant, l'homme a fini par la violer avec ses doigts. 2 agressions sexuelles successives, un même mode opératoire. À chaque fois, la victime est une femme jeune. À chaque fois, l'inconnu s'introduit chez elle sans effraction. À chaque fois, il a un couteau à la main. Le mode opératoire de ce violeur en série, effectivement, est assez simple. Il essaie de repérer des jeunes femmes qui vivent seules chez elles, dans des appartements qui sont soit au rez-de-chaussée, soit au premier étage, avec des fenêtres qui ont été laissées ouvertes. Il leur met parfois sur la tête une cagoule pour ne pas se faire identifier. Et donc les jeunes femmes ne peuvent pas le voir et sont complètement terrorisées. Et les jeunes femmes sont obligées d'obtempérer et donc ne peuvent pas faire autrement que de faire ce qu'il les oblige à faire, c'est-à-dire se laisser violer. Les enquêteurs pensent dès lors qu'il s'agit du même individu. Ils prennent l'affaire très au sérieux. On a saisi comme d'habitude les vêtements de la victime, tout ce qui peut aller avec, donc les draps, et on a envoyé ça au laboratoire de police de Lyon. Et à partir de cette agression-là, on a eu un ADN qui n'était pas identifié. Un ADN non référencé et aucune empreinte digitale. L'agresseur semble prendre le soin de ne laisser aucune trace. 4 mois après la toute première agression sexuelle, le scénario se répète une nouvelle fois, mais dans un autre quartier, au cœur de Grenoble. Cette nuit-là, l'agresseur franchit une étape supplémentaire. Il parvient à violer sa victime avec son sexe et de l'ADN est retrouvé sur la scène du viol.
On est intervenu, on a pu recueillir des éléments qui ont permis d'identifier un ADN qui était le même que le premier. On s'est vite rendu compte que c'était un seul et même individu. Les enquêteurs savent désormais qu'ils ont affaire à un violeur en série. Au cours de l'été, 3 autres agressions du même type ont lieu. Les victimes se succèdent, toutes ont vécu le même cauchemar. Pendant la nuit, j'ai été réveillée par cet agresseur. C'est une angoisse de mort pratiquement intraduisible. C'est une descente vers la mort et on fait tout ce qui peut être en notre pouvoir pour résister et survivre. Un ADN, un même mode opératoire, mais toujours pas d'empreinte et donc pas d'identité. Le violeur agit le plus souvent masqué, mais certaines victimes ont pu apercevoir son visage. Les enquêteurs parviennent tout de même à établir un portrait robot. Un homme brun, pas très grand, mais agile et furtif dans son mode de déplacement rapide et précis. Mais le portrait robot ne donne rien. L'auteur des viols est insaisissable. Pourtant, toutes les agressions sexuelles se déroulent dans un périmètre très restreint, sur quelques kilomètres carrés seulement. L'auteur des viols vit donc probablement dans le même secteur. Et son terrain de chasse, c'était le domaine universitaire de Grenoble-Saint-Martin-d'Air, où il y a des résidences étudiantes, forcément. Et là, effectivement, il cherchait à suivre, à repérer des jeunes femmes. Et son autre terrain de chasse, c'était le quartier de l'Île Verte, qui est un quartier plutôt résidentiel, paisible, à Grenoble, près de l'hôpital de Grenoble. Un quartier où il y a beaucoup de retraités, de gens voilà, très, très paisibles, et donc d'étudiantes également qui habitent dans des appartements en location. Dans ce quartier de l'Île Verte, 3 viols ont eu lieu à la même adresse. Pourtant, dès la première agression, la police a mis en place un dispositif pour tenter de coincer le mystérieux violeur. À partir de la première agression, on avait mis en place un dispositif de surveillance. Il y avait des gens dissimulés en haut dans la rue, des gens dissimulés en bas, et en pensant que l'auteur des faits allait revenir, quoi. Et ça a duré combien de temps, ces planques? Ça a duré, on peut dire que ça a duré en tout pratiquement 2 mois. Mais le soir où il y a eu les agressions, il n'y avait pas de policiers. À chaque fois, le violeur parvient à déjouer les pièges des policiers et fait de nouvelles victimes. Sait-il qu'il est surveillé? A-t-il décidé de jouer avec les enquêteurs? Malgré la surveillance des policiers, il revient une nouvelle fois dans le même immeuble. Comme les fois précédentes, il atteint le balcon d'un appartement du premier étage. Ce soir d'été, la porte-fenêtre est ouverte. L'homme s'introduit dans l'appartement de la jeune femme. Celle-ci est encore éveillée. Elle ne trouve pas bien le sommeil. Il est aux alentours de 2 h du matin. Elle va fermer la porte-fenêtre qu'elle a laissée ouverte. Et là, dans la pénombre, derrière le meuble-bar de la cuisine, elle voit un homme qui se lève et qui lui dit surtout ne bouge pas. Et qui va malheureusement très rapidement se ruer sur elle avec un couteau, allant dans la chambre à coucher et l'étalant sur le lit et lui mettant la pointe du couteau au niveau de la gorge. Lorsque son agresseur est sur elle, en train de la caresser, elle se saisit d'une langue de chevet, frappe son agresseur à plusieurs reprises à la tête avec cette lampe de chevet. Là, l'agresseur est surpris, la mord à son tour au visage, au niveau de l'arcade sourcilière. Elle-même le mord à un doigt. Donc il y a vraiment une lutte assez farouche sur la scène de cette agression. Et là, l'agresseur est tellement désarçonné qu'il prend la fuite. Il décide de fuir devant la résistance de sa victime. Après cette dernière tentative, le violeur semble avoir pris peur. Les agressions sexuelles s'arrêtent et la police perd sa trace. Mais à l'été 2006, 1 an après cette dernière agression, le cycle infernal reprend.
Alors que le violeur en série semblait avoir cessé ses agressions depuis près d'un an, une nouvelle plainte vient signaler son retour. La victime est une élève infirmière qui habite en rez-de-jardin. Elle explique aux policiers qu'elle a été agressée chez elle en pleine nuit, vers 3 h du matin. À son domicile, la police retrouve à nouveau la même trace d'ADN. C'est bien le même agresseur qui refait surface. La surveillance en continué. On a fait une enquête, on a contacté les prisons, on a contacté les hôpitaux psychiatriques. C'est un garçon qui parlait beaucoup de sexe à ses victimes. Donc on a contacté tous les cinémas, les clubs vidéo, les bibliothèques du campus. On a sorti tous les gens qui semblaient avoir entre 25 et 35 ans. Mais 3 mois plus tard, une nouvelle jeune fille est agressée. Cette fois, le violeur a agi sur la voie publique, au bord d'un chemin de fer. Mais surtout, pour la première fois, il était armé d'un pistolet. L'arme sur la tempe est une évolution extrêmement préoccupante dans les actes préparatoires. La police va alors déployer des moyens de plus en plus importants. Donc on avait des gens qui étaient cachés dans des buissons, qui étaient cachés sur des terrains vagues, avec des couvertures, des jumelles. On était tous reliés par radio, on avait des gens qui étaient sur des dispositifs d'interception. Et donc on attendait, chaque fois qu'on voyait quelqu'un qui pouvait correspondre au signalement, il y avait des gens qui intervenaient pour le contrôler. Malgré leurs efforts, les policiers n'obtiennent aucun résultat. Alors les enquêteurs vont aller plus loin. Ils vont décider d'utiliser un appât. C'est-à-dire qu'une collègue de la police judiciaire se promenait sur les lieux, les derniers lieux des méfaits commis par l'individu. Et un soir, alors qu'elle avait traversé plusieurs fois la passerelle du campus, dans les jumelles, on a vu derrière elle quelqu'un qui se dissimulait. Les policiers pensent qu'ils ont trouvé leur homme, qu'ils vont enfin interpeller celui qu'ils recherchent depuis plus d'1 an. Alors on a averti tout le monde, mais lui, comme il était très craintif, et il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, il a enjambé le pont, il a sauté, et ensuite il est parti en courant. Le violeur était là, à portée de main, et encore une fois, il leur échappe. Et dans les mois qui suivent, d'autres jeunes femmes sont à nouveau agressées. Jusqu'à cette soirée de novembre 2007, près de 3 ans après la toute première agression. Une étudiante se présente au commissariat pour porter plainte. Elle raconte aux policiers ce qu'elle vient de subir. Depuis quelques mois, elle loue un studio au rez-de-chaussée chez un couple de retraités. Vers 19h30, elle vient de rentrer chez elle et elle fait le ménage lorsqu'un inconnu pénètre dans son appartement. Elle se trouvait en face du miroir situé au-dessus du lavabo lorsqu'elle voit derrière elle un homme cagoulé qui brutalement lui met la main sur le visage et lui pose sur la tempe une arme. Sous la menace de son arme, donc il l'oblige à se déshabiller et il la viole. Il lui a enlevé la cagoule, lui a mis une serviette sur la tête et lui a dit « Tu attends 10 minutes pour que je puisse m'en aller ». Il est parti. L'agression aura duré un quart d'heure. Encore une fois, la victime n'a pas vu son agresseur. La police scientifique se rend sur place et ratisse minutieusement le studio de la jeune femme à la recherche d'un nouvel indice. Pendant plusieurs heures, plus d'une dizaine d'heures, centimètre carré par centimètre carré, ils épluchent carrément l'appartement pour trouver cette empreinte digitale qu'ils vont réussir à trouver dans la salle de bain. Et c'est cette empreinte qui va les mener au violeur en série. Jusqu'à présent, le violeur a pris soin d'effacer toutes ses empreintes. Mais cette fois-ci, il s'est montré moins vigilant. Cette découverte est déterminante, car les enquêteurs vont pouvoir exploiter un autre fichier, celui des empreintes digitales. L'empreinte a été référencée 9 ans plus tôt. Un homme avait été interpellé pour une affaire d'exhibition, mais à l'époque, il n'y avait pas de prélèvement ADN. Après plus de 2 ans et demi de recherche, les enquêteurs mettent enfin un nom sur l'identité du suspect, Mourad Jamra. En 1998,
Il va commettre des actes d'exhibition sexuelle et de voyeurisme. Et là, il y a son empreinte digitale qui va être enregistrée par les services de police. Une fois identifié, le violeur présumé est arrêté sur son lieu de travail dans la banlieue grenobloise. Il est placé en garde à vue. La police perquisitionne son domicile et découvre de nombreux éléments troublants. Sur son ordinateur, des milliers de photos et de vidéos pornographiques. Mais surtout dans sa voiture, un couteau, une cagoule et un pistolet factice. Trop d'éléments qui le confondent et qui poussent le suspect à passer aux aveux. Il a reconnu en grande partie tous les faits qui lui étaient reprochés. Il était bien obligé de le faire puisque son ADN était présent sur la plupart des scènes de viol ou d'agression sexuelle. Au total, pendant près de 3 ans, cet homme aurait agressé sexuellement 22 jeunes femmes. Comment a-t-il pu agir sans être repéré? C'est peut-être son profil banal qui lui aurait permis de sévir en toute discrétion. Car s'il était violeur la nuit, le jour, c'était surtout un homme au-dessus de tout soupçon. Le violeur présumé, recherché depuis des mois par la police judiciaire, est avant tout un homme insoupçonnable en apparence. Il est ingénieur en informatique dans une grande entreprise de la banlieue grenobloise. Sur le plan professionnel, monsieur tout le monde, bien sous tout rapport. Brillant intellectuellement, ingénieur, passionné d'études. Il a mis au point certaines solutions techniques dans le cadre de son boulot qui encore aujourd'hui sont utilisées dans l'entreprise. Très apprécié au sein de son entreprise, il est reconnu pour son travail et considéré comme un bon camarade. Je garde le souvenir d'un collègue de travail, d'un bon collègue de travail, avec qui, je vous dis, j'ai passé des bons moments de rigolade, de discussion sur tout un tas d'autres sujets. Et avec un petit côté, c'est sûr, dragueur, oui. Lorsqu'une femme entrait dans son champ de vision, il oubliait la conversation, et il prenait un air rêveur et il la regardait. Et éventuellement, effectivement, il a fait ce commentaire, mais qui était très... qui disait « qu'est-ce qu'elle est belle », tout simplement. Marié et père de famille, Mourad vit une existence tranquille et bien rangée. Il se partage entre son travail et sa vie de famille. 13 ans plus tôt, il a rencontré son épouse sur les bancs de la faculté de sciences alors qu'ils se préparaient tous les deux à devenir ingénieurs informaticiens. La jeune femme est tombée sous son charme. Il savait plein de choses. Pour moi, il représentait aussi une forme de réussite. C'est-à-dire qu'il avait fait des études alors qu'il avait des parents qui n'en avaient pas fait. Il avait fait une classe préparatoire, il avait fait des maths, de la physique, il s'intéressait à plein de choses, il faisait du sport. Pour moi, c'était tout un tas d'arguments positifs. C'était le couple idéal, le Français moyen idéal, bonne situation, revenu confortable, famille équilibrée, a priori. Le couple emménage à Grenoble, mais très rapidement, leur relation se détériore. Et quand on a eu notre premier enfant, là, ça a été beaucoup plus dur. Et c'est là qu'il a commencé à me dire qu'il étouffait, qu'il avait besoin de sortir, etc. Puis c'est allé crescendo. Ça devenait l'enfer. C'était dispute sur dispute. En particulier à partir du deuxième enfant, on a commencé à parler très régulièrement de séparation, tout le temps, c'était toujours, puis on se disputait pour tout. Mourad et son épouse vont pourtant avoir un troisième enfant. Mais Mourad s'éloigne et passe ses soirées sur des sites de rencontres sur Internet. Vous savez qu'il s'était inscrit sur Mythique? Il m'en avait parlé au cours d'une conversation. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait besoin de prendre l'air un petit peu, toujours par rapport à cette histoire à l'histoire de son couple. Lorsqu'il n'est pas devant son ordinateur, Mourad sort le soir. De plus en plus souvent, il dit qu'il va courir. Quand à la fin il me disait oui, j'ai envie d'aller faire du sport, j'ai envie d'aller faire un jogging, je vais aller faire un jogging, moi je disais vas-y. Moi, je m'occupais des enfants. Il y a un moment où on se dit qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on peut retenir un adulte? Des soirées sportives qui s'éternisent. Progressivement, Mourad finit par disparaître des nuits entières. Il y avait des fois où je ne le voyais pas partir. C'est-à-dire je dormais, puis je me réveillais en pleine nuit, je voyais qu'il n'était pas là. Puis là, il y a eu des nuits blanches à tourner dans l'appartement. Parce que ce que je faisais, c'est que je vérifiais s'il était bien quelque part dans l'appartement. Et des fois, il rentrait comme ça à 3 h du mat', je restais comme ça devant la fenêtre à guetter. Et là, même il y a eu des fois où il rentrait et où il me disait mais non, mais j'étais là et tu m'as pas vu. Il donnait pas d'explication, c'est-à-dire c'est comme si vous parliez à un mur. T'étais où? T'as une maîtresse? Qu'est-ce que tu fais dehors? Pourquoi tu sors? Je fais ce que je veux, je suis libre. J'avais envie de me balader, j'avais envie de courir. Pendant toutes ces nuits, dans les rues de Saint-Martin-d'Air et de Grenoble, Mourad Jamra aurait donc été en train d'agresser de jeunes femmes. Au moment de son arrestation, les policiers informent son épouse, qui tombe des nues. Ils me disent, vous savez, madame, votre mari est impliqué dans des viols. À ce moment-là, on rentre dans un cauchemar. Elle comprend à ce moment-là que le jogging le soir ou le matin de bonne heure, ou la nécessité de sortir de l'appartement parce que, rapportait-elle, il étouffait et il fallait qu'il sorte et qu'il aille à l'extérieur, et bien tout ça prend un visage, celui malheureusement des agressions. Effondrée par ce qu'elle vient d'apprendre, anéantie, la femme de Mourad Jamra s'empresse de demander le divorce. Elle laisse son ex-mari face à la justice. Fin mars 2011, le procès de Mourad Jamra s'ouvre devant la cour d'assises de Grenoble. 19 des 22 victimes se sont constituées partie civile, 19 femmes qui accusent un seul et même homme. Des viols, il y en a, mais des violeurs en série et un tel carnage au niveau du nombre de victimes, c'est exceptionnel. Pour la première fois, les victimes découvrent le visage de leur agresseur présumé. Cette fois-ci, ni cagoule ni couteau. Mourad Jamra apparaît comme un père de famille, un ingénieur bien installé dans la vie. Ça bouscule les idées reçues sur les poncifs de ce que doit être une personne qui agresse et qui viole. Et c'est vrai que c'est assez déroutant. Mourad Jamra se présente seul à son procès. Aucun membre de sa famille n'est là. Aucun proche non plus. L'homme se révèle extrêmement froid et d'une intelligence redoutable. C'est un homme qui analyse beaucoup, qui calcule beaucoup, un collectionneur, qui raisonne beaucoup sur ses actes, mais chez qui on ne perçoit malheureusement aucun affect, aucun sentiment. Même s'il dit, s'il parle, s'il dit qu'il comprend, on ne sent pas véritablement de compassion dans ce qu'il dit. Il l'a dit lui-même, hein, c'est un handicapé des émotions. Voilà, c'est un handicapé des émotions. Il ne ressent rien, il ne pense qu'à lui, ça c'est évident. Et il n'avait même pas conscience que ça pouvait faire mal à quelqu'un. Pendant son procès, Mourad Jamra refuse de revenir en détail sur les faits. Il préfère approuver les témoignages des victimes que de rendre compte de ses actes. Il dit « je ne me souviens plus vraiment ». Mais si elles le disent, c'est que j'ai dû l'avoir fait. S'il refuse de raconter ses agressions, Mourad Jamra reconnaît en revanche être un rôdeur qui cherche à assouvir ses pulsions. C'était un véritable chasseur, un prédateur, à l'affût, pour essayer effectivement de satisfaire ce fantasme qui était de toucher ces jeunes femmes sur lesquelles il fantasmait, et ensuite de ressentir, comme il le disait, une odeur qui pouvait satisfaire tous ces fantasmes. Si Mourad Jamra reconnaît être un rôdeur, il affirme aussi être victime de ses propres pulsions.
des pulsions qu'il serait incapable de contrôler. Je passais des heures dans mon appartement en me disant « Non, il ne faut pas que tu sortes ». Et quand je sortais, je ne me posais plus aucune question. La logique, c'était je souffre d'un besoin irrépressible et je suis ce qui serait presque de l'ordre de la contrainte en vérité. C'est comme ça qui se présentera et que du coup, il pouvait passer des nuits entières à errer un petit peu dans ces quartiers à la recherche de sa proie. Il y en a qui sont addicts à la boisson, d'autres qui sont addicts à la drogue et lui, il est addict aux relations sexuelles forcées, quoi. Mais il n'est pas pervers. Donc, oui, c'est ce que lui a dit. Donc il n'était pas pervers, qu'il était juste addict. Donc, incapable de maîtriser ses pulsions. Oui, incapable de maîtriser la bête qui est en lui. Pour trouver ses proies, Mourad Jamra aurait établi des règles pour ne pas être arrêté. Un scénario pensé, réfléchi. Il dit s'être toujours déplacé à pied, considérant la voiture comme trop risquée à cause des contrôles routiers. Il déclare également ne pas avoir utilisé le tramway pour éviter les caméras de vidéosurveillance. Afin de ne pas être repéré, il ne prenait jamais son portable. Sa théorie des pulsions incontrôlées ne convainc donc personne. L'homme serait ainsi parvenu à échapper au service de police pendant près de 3 ans. Lui dira à plusieurs reprises que non, c'était le hasard, mais bon, le hasard avec autant de victimes, ça semble quand même assez difficile à croire, puisqu'effectivement, il tombe toujours sur des jeunes filles qui sont seules, donc c'est vrai que cette thèse du hasard et de la personne qui rôderait simplement, à mon sens, est un petit peu courte. Les experts psychiatres nous ont tous dit que sa responsabilité pénale était totale. En d'autres termes, ses pulsions, il pouvait à chaque fois dire non. Mourad Jamra a finalement été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une surveillance électronique pendant une période de 10 ans après sa sortie. La peine maximale pour ce genre de crime. Mais le violeur a fait appel de cette condamnation. Une série de meurtres mystérieux dans un même département. Entre 1986 et 2005, 9 jeunes femmes âgées de 13 à 22 ans sont assassinées en Saône-et-Loire. Plusieurs corps sont retrouvés dans des rivières, d'autres sont abandonnés en plein champ. Certaines filles sont tuées à coups de couteau, d'autres victimes de strangulation. Les modes opératoires sont différents. La succession d'actes laisse planer la thèse d'un tueur en série. On a un certain nombre de points communs qu'on doit travailler pour regarder si on ne se trouve pas devant un multirécidiviste. Les enquêtes s'enlisent. Quelques personnes sont suspectées, mais aucun élément probant ne permet l'arrestation de coupables. Au fil du temps, ces affaires non élucidées sont classées. Le temps passe et après, un jour ou l'autre, on vous dit « Vous savez, votre dossier est ancien ». Devant le nombre de cas non résolus, les familles des victimes dénoncent des enquêtes bâclées et pointent les dysfonctionnements de la justice. C'est un vrai gros ratage pour la justice. Cette série de crimes débute en 1986 au Creusot avec la disparition d'une jeune collégienne de 16 ans, Christelle Maïri. Ce jeudi 18 décembre 1986, en milieu de journée, Marie Pichon regagne son domicile dans cette cité du Creusot. Elle est censée déjeuner avec ses 2 filles, mais Christelle, la plus jeune, n'est pas rentrée. La mère de famille s'inquiète, sa fille devait sortir du collège à 11h. 1 heure plus tard, elle n'est toujours pas à la maison. J'ai téléphoné à l'école. Après, bon, je ne la trouvais plus. On ne trouvait pas sa trace ni rien. Donc,
partout, personne ne l'avait vu. Jusqu'à je prends la voiture, je ne savais pas si c'était le commissariat ou la gendarmerie. Marie Pichon se rend alors au commissariat, signaler la disparition de sa fille. Ma fille n'est pas rentrée de l'école, il s'est passé quelque chose. Ah, c'est ça, il faut me la retrouver parce que c'est pas normal qu'elle ne soit pas rentrée. Ils m'ont dit, bon, elle a peut-être fait une fugue. J'ai dit non. Donc les services de police ont fait premières investigations, des patrouilles sont allées en ville, ont refait le trajet qu'empruntait cette jeune fille. Le collège de la jeune fille de 16 ans est situé à moins d'1 kilomètre du domicile familial. D'habitude, il faut une quinzaine de minutes à pied à Christelle pour rentrer chez elle. Mais la jeune fille reste introuvable. Quelques heures plus tard, dans le même quartier, une découverte met un terme aux recherches. La fille d'André vient de découvrir une jeune femme inanimée dans les sous-sols de cet immeuble. C'est lui qui a appelé les pompiers. Il y a un pompier qui a levé son col comme ça, qui a dit qu'il faut appeler les gendarmes de l'assassinat. Parce qu'elle avait un bracelet autour du cou, là, qui était serré. Les policiers font tout de suite le rapprochement avec la disparition de l'adolescente. Après quelques vérifications, leurs soupçons se confirment. Le corps retrouvé est bien celui de Christelle Maïri. À première vue, la collégienne de 16 ans a été étranglée. Mais l'autopsie va révéler une autre cause de la mort. À l'autopsie, il s'est avéré que la mort est due non pas à la strangulation, mais est due au coup de couteau, dont plusieurs d'entre eux étaient de toute façon mortels. On apprendra effectivement quelques jours après, qu'en fait Christelle Maïri a effectivement été sauvagement assassinée de 33 coups de couteau. Des coups de couteau assénés à l'adolescente en pleine journée dans un quartier résidentiel. Les policiers ont du mal à recueillir des témoignages. Seul le facteur se rappelle avoir vu quelque chose d'inhabituel. Le facteur, effectivement, a été entendu dès le début des investigations et il a dit qu'à peu près dans le créneau horaire où a été tuée Christelle Maïri, il a effectivement été bousculé par un jeune homme qu'il ne connaissait pas, qui ne lui a rien dit de spécial, qui courait et qui est parti donc en le bousculant. Il a donné une description relativement précise et à la fois assez banale de ce jeune homme qui l'aurait bousculé. Une description qui ne permet pas d'identifier un suspect. Les policiers ne parviennent pas à obtenir de nouveaux témoignages. C'est une enquête criminelle qui est difficile parce que sur place, il n'y avait aucun indice, il n'y avait aucun témoin, personne n'a rien pu dire au moment des faits ou juste après, pu donner un signalement de quelqu'un qui rôdait ou de choses un peu inhabituelles qui se sont passées dans le quartier, donc il n'y avait strictement aucun élément. Un jeune homme est pourtant suspecté. Il s'appelle Michel Barthelot. C'est un garçon du quartier que Christelle fréquentait à l'époque. Le petit ami est immédiatement interpellé et entendu. Il est suspect parce que c'est le petit copain et que une fâcherie amoureuse aussi ou une séparation aurait pu mal tourner et que comme dans la plupart des crimes, les enquêteurs se tournent vers les proches dans la plupart des cas. Donc ça l'a beaucoup blessé et meurtri aussi, ce jeune homme. Cette hypothèse se révèle finalement peu probable. Le jeune homme est rapidement mis hors de cause, car Michel a un alibi. Ça ne pouvait pas être lui, c'était impossible. Il n'a pas pu faire l'aller-retour dans la matinée. Les enquêteurs à l'époque sont allés le chercher à Dijon. C'était pas possible que ce soit lui, jamais on l'a soupçonné. Et puis, je veux dire, même Michel, il était vraiment amoureux d'elle, quoi. Donc, ça a été dur pour lui aussi. Une fois cette piste écartée, les enquêteurs se retrouvent dans une impasse. Mais 2 mois après le meurtre, une découverte laisse entrevoir une avancée. L'arme du crime aurait été retrouvée. Il a été découvert à un endroit un peu stratégique parce que c'était sur le trajet qu'a dû sans doute utiliser le meurtrier entre le lieu où il a tué Christelle Maïri
et puis son lieu de fuite pour partir du quartier. Il était retrouvé un couteau, quoi, mais sans la moindre trace de sang. Il était retrouvé un couteau assez neutre, en fait. Hein. Mais ce couteau retrouvé 2 mois après le meurtre, est-il bien l'arme du crime? Pour en avoir la preuve, les enquêteurs le font analyser. Les plaies causées par le couteau que présentait Christelle Maïry étaient parfaitement compatibles avec l'aspect de l'arme qui a été retrouvée. Mais faute d'empreintes récentes, les analyses ne permettent pas d'identifier le propriétaire du couteau. Pas d'autres éléments, pas de témoins. Au fil des mois, l'enquête s'enlise. Au début, ils mènent leur enquête. J'ai leur visite quelquefois. Madame Pichon, c'est sûr, on va vous l'arrêter et tout. Je dis oui, mais dépêchez-vous. Enfin, je sais plus on va l'arrêter, mais ne craignez pas. Au bout de 6 mois, à peine 6 mois, j'ai plus de nouvelles de personne. Progressivement, le dossier Christelle Maïry est délaissé. Et 3 ans plus tard, en 1990, la justice classe l'affaire. Le juge en charge du dossier prononce un non-lieu. Il n'y a pas d'éléments véritablement nouveaux qui conduisent à mettre une personne en garde à vue et puis ensuite à le mettre en examen, effectivement. Et le dossier s'est clôturé par un non-lieu après 4-5 ans d'enquête initiale. Informée de la décision, la famille de Christelle ne se fait alors plus beaucoup d'illusions. Pour moi, tout était fini. Non-lieu, pour moi, ce mot-là voulait dire ça. Il n'y avait plus rien. Je sais pas. Ça y est, tout est fini, on ne saura pas la vérité. Mais le classement de l'affaire a une autre conséquence. Un non-lieu entraîne quelques années plus tard la destruction des scellés et donc de l'arme du crime. Dès 1990, la justice fait donc une croix sur cette enquête. Le meurtre de Christelle Maïry aurait dû rester à jamais une énigme. Un crime non élucidé, comme plusieurs autres en Saône-et-Loire. Car depuis 20 ans, plusieurs meurtres ont ensanglanté le département. Au total, pas moins de 4 jeunes femmes sont tuées en quelques mois en Saône-et-Loire, entre l'automne 1986 et l'été 1987. C'est tout d'abord Sylvie Aubert, 22 ans, qui disparaît près de Chalon-sur-Saône, 1 mois avant le meurtre de Christelle Maïry. Sylvie Aubert, cette jeune caissière de Mammouth en région chalonnaise qui se rendait à son travail chaque jour avec sa mobilette moto-bécane et qui, un soir, lorsque ses parents l'attendaient, n'est jamais rentrée. Le lendemain, on retrouve sa moto au bord d'une route, mais aucune trace de Sylvie Aubert. Son corps est découvert 5 mois plus tard dans une petite rivière à 30 km au nord de Chalon-sur-Saône. Son crime reste aujourd'hui toujours non élucidé. Puis c'est l'autoroute A6 qui devient le théâtre de plusieurs crimes. En particulier cette aire d'autoroute près de Mâcon, une aire de repos où une première victime avait déjà été découverte en 1983. Sur la même aire d'autoroute, on a au moins 3 agressions graves signalées. La première victime, c'est en 83. Elle est laissée pour morte, on ne sait même pas comment elle a pu survivre. Et puis 3 ans plus tard, on trouve l'affaire Marthe Buisson, l'affaire Nathalie Maire, à 3 semaines de différence. Le corps de Marthe Buisson a été retrouvé sur l'autoroute, à quelques kilomètres de l'aire de Mâcon. La jeune femme serait tombée d'une voiture. 3 semaines après, Nathalie Maire est étranglée sur cette même aire d'autoroute où elle travaillait. La psychose gagne alors toute la région. Nathalie Maire, la même en 87 aussi. Déjà rien que par rapport à Christelle, il y avait déjà 1, 2, 3 la même année. Cette série noire reprend en 1990. Carole Soltysiak, 13 ans, est retrouvée dans un bois dans la région du Creusot, tuée de 4 coups de couteau. Mais cette fois, la jeune fille a aussi subi des violences sexuelles. Carole, Nathalie, Marthe, Sylvie, Christelle, 5 meurtres non élucidés dans le même département. L'idée qu'un seul et même tueur puisse sévir dans la région et dans tous les esprits.
On se dit c'est pas possible, mais c'est le même ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe là dans la région? Ça fait carrément peur, quoi. On ne peut pas ne pas se poser la question de savoir si c'est plusieurs criminels qu'on a loupés ou un ou deux criminels multirécidivistes. La question se pose, elle doit être étudiée. Hormis la proximité géographique et le profil des victimes, les meurtres semblent très différents et la justice ne croit pas à l'hypothèse d'un tueur en série. Si on compare le temps, les endroits où on a trouvé les corps, les modes opératoires, etc., on se dit que c'est probablement pas la même personne, très probablement pas la même personne qui a pu commettre ces faits. Il n'y aurait donc pas un tueur unique en Saône-et-Loire, mais plusieurs. Plusieurs meurtriers, mais aucun suspect. C'est l'autre point commun de toutes ces affaires. Aucune des 5 enquêtes n'a pu aboutir à l'identification d'un criminel. Et puis c'est le crime de trop, celui qui va fédérer toutes les familles des victimes. En décembre 1996, quasiment 10 ans jour pour jour après le meurtre de Christelle Maïri, une autre jeune fille, prénommée Christelle, disparaît à Blanzy, près du Creusot. Christelle n'était pas dans sa chambre. Donc ça m'a paru tout de suite bizarre, quoi. J'étais vraiment pas bien et non, ça ressemblait pas à Christelle, quoi. La veille, Christelle Blétry a passé la soirée chez des amis à 2 km de son domicile. Comme à son habitude, elle devait rentrer à pied. Les amis de Christelle assurent qu'elle est partie vers 23 h. Inquiète, sa mère décide d'appeler le commissariat. Je leur dis que Christelle n'est pas rentrée, que c'est pas dans ses habitudes et puis que ses amis ne l'ont pas vue. Enfin bon, j'explique tout ce qu'on avait déjà fait comme démarche, les hôpitaux, etc. Après plusieurs heures d'attente, elle rappelle le commissariat. Les policiers lui demandent alors de venir sans autre explication. Le commissariat nous fait attendre dans la hall d'entrée. Et là, on entend les radios, jeune fille, coup de couteau, on entendait tout. Donc, je pense que on a compris, j'ai compris. Le corps d'une jeune femme a été retrouvé en bordure d'un chemin isolé, en pleine campagne, à quelques kilomètres de Blanzy. Mais les policiers n'en disent pas plus à la famille. Et après l'audition, on nous a dit, allez à l'hôpital pour reconnaître un corps. Voilà. Mais on ne nous a pas dit, on ne nous a jamais dit qu'on avait retrouvé Christelle. Après plusieurs heures d'attente à l'hôpital, ils découvrent enfin le corps de leur fille, mais n'obtiennent pas plus d'explications. Ce n'est que le lendemain, par la presse, que les parents de Christelle Blétry apprennent les circonstances du meurtre. Ni le commissariat, ni l'hôpital, ni les inspecteurs qui arrivent le lendemain matin, alors la DIPJ, qui arrive le lendemain matin, personne ne nous dit que Christelle a été assassinée de 123 coups de couteau. 123 coups de couteau, les parents de Christelle sont abasourdis par la barbarie qu'a subie leur fille. Ils ne comprennent pas pourquoi les autorités ne les ont pas informés des circonstances. Un manque d'égard de la part des policiers qui révolte les proches de la famille Blétry. 2 mois après le meurtre, ils décident de créer une association pour dénoncer ces dysfonctionnements. Ce qui nous est arrivé dans l'accueil au commissariat et l'accueil à l'hôpital, ça ne se reproduise plus. Des dysfonctionnements, des manquements, mais la mère de Christelle reste intimement convaincue que le meurtrier de sa fille va rapidement être arrêté. On y croit. On croit que... D'abord, on croit que l'assassin va être arrêté très vite. On ne croit pas qu'on est parti pour un long combat. Après la création de l'association Christelle, d'autres familles de victimes se manifestent. Des familles qui, elles aussi, font face à des meurtres non élucidés. Cette association va alors devenir un instrument pour relancer les enquêtes inachevées. Frappées, elles aussi, par le meurtre de leurs enfants,
les mères de famille se rassemblent au sein de l'association Christelle. Pour toutes, c'est une lueur d'espoir après des années de questions sans réponse. Les 10 ans, là, on est complètement largués. Hein. On est seuls. Hein. On ne croit plus en rien. Et puis on est seuls dans tout. Aussi bien la justice que hein? La police. Oui, justice, police, comment dire, humainement, on est seuls, quoi. Outre leur désarroi, toutes les familles partagent le même scepticisme sur les enquêtes. Elles sont persuadées que tout n'a pas été mis en œuvre pour résoudre ces crimes. Pour Marie-Rose Blétry, l'enquête sur le meurtre de sa fille est loin d'être irréprochable. Les vêtements de Christelle n'ont jamais été analysés. Tout dans mon dossier, on a tout fait soit mal, soit légèrement. Voilà. Ce qui fait que 15 ans après, l'assassin n'est pas retrouvé. Des erreurs que la justice accepte en partie de reconnaître aujourd'hui. Il y a parfois des choses qui n'ont pas été faites comme elles auraient dû être. Geler une scène de crime, on est bien d'accord que ce n'est pas d'aujourd'hui, qu'on sait qu'il faut le faire. Travailler une scène de crime en préservant un certain nombre d'indices, en ne polluant pas la scène de crime, ça, aujourd'hui, on fait beaucoup mieux, voire beaucoup mieux qu'il y a 25 ans. Un mea culpa tardif qui n'efface pas le retard pris dans ces enquêtes. Désemparées, les familles font alors appel à des avocats parisiens qui vont reprendre un à un tous ces dossiers. Parmi tous les cas, 2 meurtres retiennent leur attention, celui de Sylvie Aubert et celui de Carole Soltysiak. Pour les avocats, ces 2 crimes pourraient porter la signature de 2 criminels notoires, Ulrich Munstermann et Francis Holm. Holm qui pourrait être impliqué dans l'affaire Soltysiak. On connaît son mode opératoire qui peut ressembler à la scène de crime que l'on trouve dans l'affaire Soltysiak et qui est quasiment la copie conforme d'autres scènes de crime de Francis Holm qu'on connaît bien nous puisque effectivement on l'a connu en cour d'assises. Et donc cette vérification doit être faite. Dans cette affaire, la culpabilité de Francis Holm a souvent été évoquée sans jamais pouvoir être formellement démontrée. Le meurtre de Sylvie Aubert en 1986 fait penser à un autre tueur, Ulrich Munstermann, un Allemand démasqué par son ADN pour le meurtre d'une jeune Française de 24 ans, tuée et violée en Bourgogne en 1989. L'homme a déjà été condamné à la prison à perpétuité en Allemagne pour le viol et le meurtre d'une jeune fille et 2 autres viols. Dans l'un des cas, la victime a été étranglée avec ses vêtements, comme l'a été Sylvie Aubert. Ce mode opératoire était très proche de ce qu'on retrouve sur le corps de Sylvie Aubert. Donc on va immédiatement demander au juge d'instruction de vérifier l'emploi du temps de Munstermann. Et on sait qu'il est en France à partir de 85. L'affaire Sylvie Aubert, c'est 86-87. On sait qu'il est en France, on ne sait pas où. S'agissant de la piste Munstermann, hein, entre guillemets, eh bien oui, c'est une piste qui est vérifiée, en cours de vérification. Dans les autres affaires de Saône-et-Loire, il s'avère difficile de confondre des suspects. Les familles fondent alors leurs derniers espoirs sur des expertises ADN de scellés jamais analysés auparavant. Mais ces résultats se font attendre. Toutes les expertises qui sont faites à notre demande, il faut du temps pour qu'elles soient faites. Les laboratoires ne nous rendent pas les expertises en un mois, il faut des fois 1 an et demi pour retrouver les scellés, pour les analyser. Donc ce temps-là, c'est le temps de l'enquête. Les familles demandent que les dossiers de Saône-et-Loire soient suivis par les mêmes enquêteurs. La justice va refuser la création d'une cellule d'enquête unique, mais va accepter que les affaires soient regroupées à Chalon-sur-Saône entre les mains des mêmes juges d'instruction. On est passé à une vitesse supérieure dans les dossiers. C'est-à-dire qu'il y a eu une meilleure coordination des demandes, des commissions rogatoires et des services d'enquête. Et ça se ressent très fort dans les dossiers depuis 2 ans. Mais dans le dossier le plus ancien, le meurtre de Christelle Maïri, les avocats doivent surmonter un autre obstacle, convaincre la justice de rouvrir une enquête classée en 1990. Un dossier qui a fait l'objet d'un non-lieu
Et c'est un dossier qu'il faut relancer en justice. Il faut convaincre la justice de reprendre l'enquête. Ça a un coût, c'est un investissement, même en termes de personnel, mais aussi en termes de coûts. Donc il faut trouver des éléments nouveaux. La loi nous impose, pour reprendre une instruction, que l'on fournisse au procureur de la République des éléments nouveaux. En épluchant le dossier, Maître Corinne Herman met la main sur des lettres anonymes envoyées aux enquêteurs. Les timbres pourraient porter des traces ADN. Les avocats engagent aussi un détective privé pour explorer d'autres pistes au Creusot. Celui-ci interroge le petit ami de Christelle Maïri qui lui relate un fait qu'il n'a jamais confié aux enquêteurs. Le petit ami indique à l'enquêteur privé que M. Murat était venu le rencontrer et lui avait proposé de l'argent pour, en gros, le dédommager de l'acte qu'il avait commis sur Christelle Maïri, le fait qu'il avait tué cette jeune fille, et il le dédommageait pour ce meurtre-là. Donc c'était une forme d'aveu avec un acte complémentaire qui était une remise d'argent. Cette nouvelle piste ajoutée à la demande d'analyse génétique permet de rouvrir le dossier Christelle Maïri. 20 ans après le meurtre, c'est une nouvelle enquête qui commence. De nouvelles investigations qui permettent d'écarter peu à peu des pistes et de resserrer l'étau autour d'un seul homme. Pour la première fois depuis le meurtre de Christelle Maïri en décembre 1986, les enquêteurs disposent de plusieurs éléments menant à un même suspect, Jean-Pierre Murat. L'homme a toujours vécu au Creusot, il a grandi dans la cité de la Charmille, là où Christelle Maïri a été tuée. Mais en 1986, au moment du meurtre, sa famille avait quitté le quartier. Même après son déménagement, il revenait très régulièrement, et quand on dit très régulièrement, c'est quasiment tous les jours, qu'il revenait dans ce quartier voir ses copains, ses amis, parmi lesquels, sans doute, se trouvait le petit ami de Christelle Maïri, qu'il connaissait pour être, sinon un ami, en tout cas une de ses connaissances. Mais le suspect, Jean-Pierre Murat, dément connaître Christelle Maïri. Lui me dit qu'il ne la connaît pas. Il me dit qu'il ne la connaît pas, et dans les diverses dépositions des jeunes qui se trouvaient dans le quartier où habitait Christelle, je ne trouve nulle part quelqu'un qui dit « il le connaissait ». Pourtant, Murat aurait proposé de l'argent au petit ami de Christelle après le meurtre de la jeune fille. Une étrange proposition qui aurait été faite en présence de plusieurs témoins. Comment peut-on justifier qu'un homme qui nous dit ne pas connaître la victime va venir proposer un dédommagement peu de temps après la mort de Christelle à son petit ami? Il ne conteste pas qu'il ait donné 2000 francs. Mais il dit simplement, il se trouve que Michel Barthelot se trouve à cette époque-là dans une période où financièrement il avait besoin et je lui ai prêté cet argent. Depuis 1990, cet homme souffre de schizophrénie. En 2010, il a été interné en hôpital psychiatrique, une hospitalisation d'office après qu'il ait menacé 2 serveuses d'une station-service du Creusot à l'aide d'un couteau, une arme qu'il affectionne particulièrement. On a des témoignages de personnes de son entourage qui disent et qui affirment que depuis très longtemps, il est passionné par les couteaux, ou fasciné par les couteaux, je ne sais pas quel terme il faut employer, et que très régulièrement, il avait un nombre important de couteaux dont il s'était débarrassé peu de temps avant que les policiers viennent à son domicile. Lors d'une perquisition, les enquêteurs découvrent effectivement plusieurs couteaux à son domicile. Des armes qu'ils comparent à l'expertise de la lame qui aurait servi à tuer Christelle Maïri. Dans ces fameux couteaux qui seront saisis en 2010 suite à cette perquisition, le temps des expertises, l'expert effectivement conclut que l'affûtage de ces couteaux présente des similitudes avec l'affûtage du couteau d'il y a 25 ans en arrière.
Mais pour l'avocat de Jean-Pierre Murat, ces similitudes entre les couteaux ne constituent pas une preuve suffisante pour relier son client au meurtre de Christelle Maïri. Si l'auteur des faits le perd alors qu'il vient de commettre son forfait, forcément on trouvera des traces. Soit des traces de ses empreintes, soit des traces de sang de la victime. Or, ce couteau est vierge, encore une fois. Donc moi, je suggère à la Cour, voilà, ce couteau a pu être placé là. Aucune analyse n'est réalisable, car cette pièce à conviction a été détruite. Mais l'accusation dispose d'autres éléments compromettants. Jean-Pierre Murat se serait déjà accusé du meurtre de Christelle. Alors, est-ce que l'on doit accorder un crédit total à ces auto-accusations qu'il fait soit en période de crise devant le miroir du CHS, ou qu'il fait lors de soirées où il y a consommation de hashish et d'alcool? Bon, en tout cas, il ne s'est jamais accusé devant les services enquêteurs. C'est pas anodin que de s'accuser d'un meurtre. C'est d'autant moins anodin si vous le faites devant plusieurs personnes différentes et à des époques différentes. En décembre 2011, les policiers interpellent Jean-Pierre Murat. L'homme nie être le meurtrier de Christelle Maïri, mais Murat est tout de même mis en examen pour homicide et placé en détention provisoire. Mais 3 semaines plus tard, il est libéré sous contrôle judiciaire et retourne à l'hôpital psychiatrique. C'est quelqu'un, encore une fois, de fragile, de malade, et la chambre d'instruction a estimé que sa place était plus en milieu psychiatrique, protégé, plus qu'en détention provisoire. Étant précisé que l'intéressé a néanmoins l'interdiction de sortir de l'hôpital psychiatrique. Si cette libération a surpris la famille de Christelle, l'important pour elle est que le meurtrier présumé ne soit pas en liberté. C'est pas libéré, hein. Il est quand même en hôpital psychiatrique, hein. Il est enfermé, hein. Il a le droit de voir personne, pas de téléphone portable, il a le droit à rien, il est sous contrôle judiciaire. Il est quand même enfermé. Donc déjà, il est déjà pas dans la rue, c'est déjà pas un danger pour la société, hein. Donc ça, c'est quand même un soulagement. Mais Murat souffrant de schizophrénie, les enquêteurs et les psychiatres vont devoir déterminer dans quel état mental il était au moment des faits et s'il peut ou non être jugé. Ce qui n'empêchera pas les enquêteurs de vérifier l'éventuelle implication de ce suspect dans les autres meurtres commis en Saône-et-Loire. Les enquêteurs et les juges d'instruction, naturellement, vont quand même faire des vérifications par rapport à ce suspect pour savoir où est-ce qu'il était au moment où tel ou tel meurtre a été commis, si éventuellement il avait eu l'occasion de rencontrer les victimes, s'il connaissait quelqu'un de l'entourage de ces victimes, pour essayer d'établir un lien ou au contraire pour l'écarter complètement. Pour les familles des autres victimes, cette mise en examen dans un dossier longtemps considéré comme non élucidé est une lueur d'espoir. Ça veut dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, et moi je ne les baisserai jamais. J'ai toujours dit que de mon vivant, je ferai tout pour que l'assassin de ma fille soit retrouvé, identifié, et qu'il me dise pourquoi il a fait ça. Ça, c'est important. Dans la plupart des affaires, des analyses génétiques sont en cours, et plusieurs personnes feraient l'objet de soupçons. Mais pour l'instant, la Saône-et-Loire conserve ses mystères. 8 meurtres restent toujours non élucidés.